toujours rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. L'aide médicale ordonnée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la Tunisie voisine, fortement saluée au plus haut sommet de l'État tunisien. Le président Kais Saïed remercie le Royaume du Maroc pour cet élan de solidarité. Le chef d'État tunisien effectue une visite à l'hôpital de campagne en cours d'aménagement à Tunis par le Maroc. Covid-19, nouveau, triste et alarmant record journalier. En 24 heures seulement, 3631 nouveaux cas ont été recensés et 20 nouveaux décès. Il n'y a pas à dire, la situation se dégrade de jour après jour. La nouvelle vague est bel et bien amorcée et le spectre d'un nouveau cap critique est redouté. À la veille de Eid al-Adha, nous ferons le point sur les principaux chiffres relatifs au cheptel. Et nous allons accueillir sur le plateau le directeur du contrôle des produits alimentaires de l'ONSA pour parler des principaux gestes à observer au moment de l'immolation du mouton et de la manipulation de la carcasse et de la viande. Bonsoir, à l'occasion de Eid al-Adha de cette année 1442 de l'Hégire, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu donner sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 761 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 658 détenus se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 5 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 639 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 14 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 103 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 40 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 57 personnes. Et puis grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. Fidèle à l'esprit de sa solidarité agissante et exemplaire envers ses pays frères et amis en temps de crise, le Maroc au chevet toujours de la Tunisie voisine qui connaît une aggravation de sa situation épidémiologique liée au Covid-19. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une importante aide médicale a été en effet acheminée en Tunisie voisine. Cette opération solidaire se poursuit. L'aide médicale est notamment composée de 2 unités de réanimation complètes et autonomes. Un geste fort salué par le président de la République tunisienne, Kais Saïed, qui a effectué hier une visite de terrain à l'hôpital marocain de campagne en cours d'aménagement à Tunis, la capitale. Nisri El Hamdaoui. Le geste en dit long sur la reconnaissance au plus haut sommet de l'État tunisien de l'initiative royale d'aide envoyée au peuple tunisien frère. Le président tunisien en personne, Kais Saïed, en visite à l'hôpital de campagne que déploie le Maroc sur ordre de Sa Majesté le Roi. Les travaux de mise en place de cette structure sanitaire vont bon train dans la ville de Menouba, près de Tunis. L'hôpital marocain comportera 2 unités de réanimation complètes et autonomes, avec une capacité totale de 100 lits. Voilà ce qui allégera la pression sur les hôpitaux tunisiens, engorgés de patients atteints gravement de Covid-19. Je suis venu ici pour m'enquérir de l'avancement des travaux de construction de l'hôpital de campagne aménagé par nos frères marocains. Comme vous le savez, un grand nombre de Marocains a fait le déplacement ici. Le choix de l'emplacement de cet hôpital a été défini sur la base de paramètres scientifiques. J'adresse mes remerciements à tous nos frères qui se sont mobilisés spontanément et ont érigé des ponts pour prêter main forte à la Tunisie en ces circonstances de crise sanitaire. En ce moment, la Tunisie dit avoir dépassé la crise de pénurie d'oxygène dans les hôpitaux publics. Pour aider ce pays frère à secourir et à ranimer des vies, le Maroc a envoyé 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène d'une capacité de 33 mètres cubes par heure chacun. Dieu merci, jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune perte humaine due au manque d'oxygène. Nous avons jusqu'à présent pu contrôler la situation et cela est pour moi une victoire contre l'épidémie dans un premier temps.
Le Covid-19 a étouffé un peu l'ambiance de la fête du sacrifice. Le virus emporte quotidiennement la vie de dizaines de Tunisiens. De nombreux foyers sont attristés par la mort d'un proche ou vivent dans la peur de voir un membre de leur famille touché par le virus à couronne. Et au Maroc, l'inquiétant feuilleton de la courbe galopante des nouvelles contaminations et des vies fauchées par le Covid-19 se poursuit malheureusement. En 24 heures seulement, 3631 nouveaux cas ont été recensés et 20 nouveaux décès. Un pic qui vient nous mettre la puce à l'oreille et nous rappeler à quel point il est plus que jamais urgent de faire preuve d'engagement et de responsabilité en ces temps critiques et en attendant l'immunité collective. L'opération vaccinale se poursuit d'ailleurs. Le nombre des primo-vaccinés est actuellement de plus de 11 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à près de 10 millions. Des chiffres qui inquiètent effectivement, des données épidémiques qui nous appellent à resserrer la vis pour éviter un scénario catastrophe et ne pas réduire au néant les acquis jusqu'ici enregistrés grâce à la vaccination justement. Décortiquons tout de suite ces chiffres qui ne cessent de s'additionner dangereusement en compagnie d'Oumaima Rabli. Près de 60 décès et près de 7000 cas positifs enregistrés en 3 jours seulement. Des chiffres qui donnent froid au dos. Il n'y a pas à dire, la situation épidémiologique est alarmante. Rien que pour la période allant du 6 au 19 de ce mois, le taux d'augmentation des cas positifs se chiffre à 91%. Côté taux de reproduction, R0, il s'aggrave à 1,45. Il n'y a qu'à regarder cette courbe galopante pour comprendre à quel point le virus se diffuse fortement ces 2 dernières semaines. Un changement alarmant en termes d'indicateurs. La nouvelle vague est bien amorcée et ceux qui la redoutaient le plus, ce sont les professionnels de la santé. Dans les services de réanimation, le staff médical est sur le qui-vive. Le spectre d'une nouvelle phase de congestionnement se fait de plus en plus redoutable. Un cap certes critique mais dépassable, si l'on s'engage tous à faire preuve de vigilance et surtout à en finir avec les comportements irresponsables, à savoir le non-respect des gestes barrières, des gestes pourtant simples et salvateurs. Et face à ces indicateurs alarmants, nous en parlions. Sachez que le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures préventives à compter du vendredi 23 courant à 23 heures. Ces mesures portent sur l'interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le royaume de 23 heures à 4h30, à l'exception des personnes exerçant dans les secteurs et les activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents. Les déplacements entre les préfectures et les provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d'une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l'interdiction des fêtes et des mariages ainsi que des obsèques avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d'enterrement. Ces mesures concernent également le respect d'un maximum de 50%, c'est cela, de la capacité d'accueil dans les cafés et les restaurants, les transports publics et les piscines publiques, alors que les rassemblements et les activités dans l'espace ouvert ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec bien sûr l'obligation de disposer d'une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre. Et pour parler de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc, nous sommes en direct avec Dr Taïeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé. Dr Taïeb Hamdi, bonsoir. La courbe, nous l'avons dit tout à l'heure, montre une véritable nouvelle vague. Est-ce inquiétant ou alors carrément alarmant ? Oui, c'est une situation qui est alarmante. Si on prend les chiffres, dans l'absolu comme dans le relatif, c'est alarmant. On est passé du stade de l'inquiétude. Maintenant, il faut tirer la sonnette d'alarme. On a un taux de positivité qui est passé de 2%, 3%, 4%. Les dernières semaines, maintenant, on a dépassé les 10% et à Casablanca même les 21%. Ça veut dire sur 100 tests, 100 analyses faites, on a sur Casablanca plus de 21% presque de positifs. Ça démontre la propagation du virus. On a aussi
Le RT, le taux de reproduction, normalement, pour contrôler une épidémie, il faut qu'il soit 0,7 ou inférieur à 0,7. Maintenant, nous sommes à 1,45. Et aussi, d'un autre côté, il y a la cinétique, il y a la vitesse avec laquelle ces chiffres évoluent. En l'espace de 2 semaines, on a doublé le nombre de cas positifs. Malheureusement, on a presque doublé le taux de positivité. Et donc, on a les deux. On a les chiffres qui augmentent et on a la vitesse qui s'accélère. Et c'est alarmant. Et c'est pourquoi c'est dans cette optique qu'il faut comprendre les décisions du gouvernement pour essayer de contrôler, de freiner un peu l'évolution de cette épidémie, mais qui restera incontrôlable sans la participation de la population en respectant les mesures barrières. Sans la participation de la population, on ne peut pas contrôler avec des mesures territoriales cette épidémie. Absolument, il faut que la population s'y mette de tous ces efforts. Surtout en cette période. Le R0 dépasse, Dr Hamdi, la valeur 1. Le taux de positivité des tests est de nouveau élevé, malheureusement. Le Covid se propage fortement. Est-ce que c'est le variant Delta qui domine actuellement déjà ? Oui, c'est le variant Delta. C'est l'effet du variant Delta, certainement, parce que on a déjà le variant Alpha, le britannique, qui est plus transmissible que la souche classique, qui est prédominant au Maroc. Et maintenant, c'est le variant Delta qui se propage et il va se propager encore plus et il va remplacer le variant Alpha. Mais il n'y a pas que le variant Delta. Il y a le variant Delta, mais aussi il y a le non-respect, le relâchement total d'une grande partie de la population, un relâchement total vis-à-vis des mesures barrières. Et bien sûr, si on met côte à côte ces deux paramètres, un variant qui est très très transmissible avec un comportement qui ne respecte pas les mesures barrières, donc qui donne toutes les possibilités à ce virus de se propager, on comprend vite pourquoi cette situation est alarmante. Et permettez-moi de dire un mot. Allez-y. Le fait que le gouvernement a décidé d'instaurer ces mesures le vendredi, ça ne veut pas dire que maintenant, le mardi, nous avons le virus qui est contrôlé. Il faut respecter les mesures barrières dès maintenant. Deuxième chose, c'est il ne faut pas penser que le gouvernement, en instaurant des mesures barrières, on va contrôler la situation juste par ces mesures barrières. Toute la journée, là où on a la liberté de se déplacer, il faut respecter les mesures barrières, il faut mettre son masque, il faut faire la distanciation, il faut éviter les rassemblements, il faut éviter les visites familiales, il faut éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires, même si d'ici le vendredi, on a cette possibilité. Donc il ne faut pas attendre le vendredi et il ne faut pas croire que le vendredi, ces mesures gouvernementales, à elles seules, peuvent nous protéger. On a bien compris, c'est une responsabilité individuelle et citoyenne d'abord, Dr Hamdi. Dr Hamdi, le Maroc a déjà vacciné l'immense majorité des frontliners et puis des personnes âgées et vulnérables. Globalement, nous en sommes à plus de 38% de la population cible. Avec cette nouvelle vague et ces nouvelles inquiétudes, comment cela se traduit-il aujourd'hui sur la résilience dans notre système de santé ? Alors effectivement, le fait d'avoir vacciné, et on a cette chance d'avoir une population jeune au Maroc, avec ces plus de 10 millions de Marocains, on a déjà atteint les 40 ans et plus, avec des proportions qui sont très 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 honorables. Pour les personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans, c'est 90-95% de couverture vaccinale. De 40 à 60 ans, c'est 70%. Il reste des personnes à vacciner. Il reste des milliers de personnes à vacciner dans cette tranche d'âge. On a les jeunes maintenant, à partir de 30 ans, qui sont appelés à se faire vacciner. Ceci nous permet de protéger notre système de santé. Ça ne nous permet pas d'éviter une recrudescence épidémique, ça nous permet de protéger parce qu'on aura un décalage. On aura beaucoup de cas, mais pas autant de décès et de cas en réanimation. Ceci dans les limites d'un respect des mesures barrières et dans les limites d'avoir une hausse qui est acceptable, je dirais, qui est légère, peut-être à modérée, qui ne sera pas suivie de cas de réanimation. Maintenant, si on a une situation incontrôlable, malheureusement, la réanimation sera dépassée et les décès vont augmenter, vont grimper en ligne droite. Donc, on a tout intérêt à protéger cette vaccination. Et à rester vigilant pour ne pas compromettre l'élan positif nourri grâce à la vaccination. Merci, Dr Hamdi.
Pèlerinage après le temps fort du Hajj hier sur Arafat avec le stationnement sur et autour du mont de la Miséricorde. Aujourd'hui, les pèlerins ont fêté Eid al-Adha au niveau du plateau de Mina, à quelques kilomètres de la ville sainte de Mecca al-Mukarrama. Mina, où les pèlerins ont accompli cette journée le rite de la lapidation symbolique de Satan au niveau de la grande stèle. Et à partir de demain, ce seront les jours de Tashriq qui seront marqués par la lapidation symbolique de Satan au niveau des 3 stèles, la grande, la moyenne et puis la petite, chacune par 7 petits cailloux. Les rites du pèlerinage vont prendre fin à partir de vendredi avec le Tawaf. Eid al-Adha, cette fois-ci au Maroc, Eid al-Adha en chiffres pour ce qui est du cheptel. L'offre est de plus de 8 millions de têtes, dont plus de 6,5 millions d'ovins et 1,5 million de caprins. La demande est estimée à 5,5 millions de têtes, 5 millions d'ovins et 500 000 caprins. L'offre est certes plus importante que la demande, mais les prix ont été cette année relativement élevés. L'état sanitaire du cheptel est très bon selon l'ONSA. L'ONSA qui a intensifié les contrôles au niveau des fermes autorisées d'engraissement des bovins et des caprins, des ovins et des caprins, soit plus de 242 000 fermes recensées à travers tout le Maroc. C'est donc demain Eid al-Adha. Quelles précautions et comment doit s'opérer l'abattage ou l'immolation du mouton et quelles sont les conditions de salubrité et d'hygiène liées à la manipulation de la carcasse et de la viande? Eh bien, pour en parler, nous accueillons sur le plateau le docteur Abdelghani Azi. Docteur Abdelghani Azi, bonsoir. Vous êtes directeur du contrôle des produits alimentaires à l'ONSA. D'abord, ce soir même, est-ce qu'on doit pas plutôt donner à manger aux moutons, plutôt à boire, c'est cela? Tout à fait, madame. Merci d'abord de l'invitation. Déjà, la veille du jour du sacrifice, nous devons arrêter à donner à manger aux moutons. Nous devons laisser que de l'eau de boisson, de l'eau d'abreuvement. C'est-à-dire que 2 heures avant le sacrifice, 2 heures avant le sacrifice, c'est-à-dire si on va sacrifier notre mouton à 8 heures du matin, ça veut dire à 8 heures du soir, nous devons arrêter de donner à manger à notre mouton et ne laisser que de l'eau d'abreuvement. Aussi, nous devons continuer à entretenir l'animal parce que le bien-être animal, c'est une obligation de nos citoyens vis-à-vis des animaux. Aussi, nous devons commencer à réfléchir qui va abattre notre mouton le jour du sacrifice, dans quel endroit nous allons abattre, quels sont les ustensiles dont on aura besoin et aussi quel est l'abatteur de notre mouton. Il faut qu'il respecte les règles d'hygiène. C'est le chef de foyer, c'est bon. Si c'est quelqu'un qui va assister le chef de foyer, il faut qu'on lui exige de respecter les mesures barrières et toutes les règles pour éviter la propagation du Covid, comme conseillé par les autorités compétentes. Aussi, le jour de l'abattage, c'est-à-dire le jour de l'Eid, nous devons sacrifier l'animal avec une célérité totale. Ça veut dire au maximum 5 à 10 heures, nous devons déjà déshabiller l'animal. Ça veut dire égorger le mouton. Déshabiller, ça veut dire enlever la peau, éviter de le gonfler parce que on peut déshabiller l'animal sans le gonfler. Si on veut avoir recours à un gonflement avant déshabillage, on peut utiliser un outil, mais jamais on gonfle l'animal par la bouche. Aussi, on doit éviter tout risque de souillure. On doit respecter toutes les règles d'hygiène pour éviter la contamination de la carcasse. Une fois notre carcasse est déshabillée, on doit d'abord garder la boucle Eid al-Adha pour la présenter au service vétérinaire de l'ONSA en cas de besoin. Et aussi, on doit quand même suspendre notre animal et conseiller à regarder notre carcasse. Si notre carcasse a une couleur rose, un rose pâle, c'est la couleur normale. Mais si jamais on a toute suspicion que la couleur n'est pas normale, ça veut dire qu'elle est
il tend vers un rouge foncé ou bien une couleur jaunâtre, on doit demander conseil aux personnes concernées et ne pas s'aventurer à le manger. Tout à fait. Il faut penser au service des contrôles de l'ONSA, ça veut dire des médecins vétérinaires et techniciens que je remercie, qui sont toute la semaine en permanence et ils vont continuer les 2 jours de l'Eid. Et on peut les appeler sur n'importe quel... Sur quel numéro? Il y a d'abord une liste de plus de 470 médecins et techniciens vétérinaires qui sont déjà sur les réseaux sociaux, sur la page web de l'ONSA et aussi sur le Facebook de l'ONSA. On peut les appeler de n'importe quel site de royaume, comme on peut appeler aussi le centre d'appel de l'ONSA, qui est le numéro suivant, le 080 136 37, et que ce centre d'appel, il est opérationnel chaque jour pendant la période de l'Eid, de 8h du matin à 8h du soir. On reçoit la réclamation, on la traite soit directement, soit on la transfère vers les services vétérinaires pour faire une enquête et on revient vers le consommateur. Et donc voilà, nous avons notre carcasse déshabillée, nous devons quand même regarder les abats, le foie, le poumon, la rate, et aussi l'estomac, et aussi les intestins. On doit voir exactement s'il y a éventuellement des atteintes parasiteuses au niveau du foie ou bien au niveau de ces organes. Généralement et très rarement, on peut avoir des caisses édatiques, ça veut dire des petites poches sous pression que nous ne devons pas, ça veut dire, on doit essayer de les isoler et de les retirer du foie ou bien du poumon ou bien du cœur si on les trouve. Ils ne sont pas nombreux. On essaie de les éplucher, et garder l'organe et le consommer sans aucune crainte. On peut aussi observer des taches blanchâtres sur le foie, on peut utiliser des taches grisâtres, des points grisâtres sur le poumon, on peut avoir un poumon égorgé de sang, parce qu'après abattage, on peut avoir un retour de sang vers le poumon, comme on peut avoir des petits insectes au niveau des narines, qu'on veut les éliminer et garder l'ensemble de la carcasse et la consommer sans aucune crainte. On peut aussi observer de temps en temps, mais c'est très rarement, certains gonflements ou bien certains abcès dans quelques endroits de la carcasse que nous devons quand même contourner, enlever. Il suffit d'enlever la partie concernée. Enlever la partie qui est touchée et conserver la carcasse et la consommer sans aucune crainte. Ça, c'est une étape très primordiale que nous avons franchie. Maintenant, il y a une autre étape qui est importante. Très bien, justement, vous avez parlé de l'abattage, vous avez parlé du déshabillement de la carcasse. Maintenant, au niveau du découpage et de la conservation, sachant que nous sommes en été et puis avec cette forte vague de chaleur, des températures très très fortes. Comment cela devrait-il idéalement se passer? Quelques conseils dans ce sens. C'est très important. Donc, une fois notre carcasse déshabillée, nos organes contrôlés, on doit suspendre notre carcasse dans un endroit à l'abri de toutes sortes de contaminations, à l'abri des enfants, à l'abri de sources de chaleur. Et on ne doit pas la contourner ou bien la contourner par un sac en plastique. C'est très déconseillé. Et au maximum 5 heures, une fois la carcasse est séchée, on va passer directement à la découper très rapidement. Donc le jour même, parce qu'il y a certaines familles qui remettent ça au lendemain. L'ONSA conseille de découper la carcasse maximum 5 heures après l'abattage. Et donc on doit la découper en petits morceaux. Si on la découpe à la maison, c'est bien, c'est une bonne chose. Si on amène notre carcasse chez le boucher du quartier, on doit observer et respecter les règles d'hygiène et faire la découpe rapidement et revenir à la maison. Avec nos petits morceaux de viande déjà découpés, nous devons les emballer dans des sacs en plastique alimentaire et les mettre dans le réfrigérateur ou bien dans le congélateur. Et on doit, ça c'est très important, un conseil important, c'est de garder les morceaux de viande dans le réfrigérateur ou bien dans le congélateur, sous forme aplatie. Non, il ne faut pas entasser la viande, il ne faut pas la mettre sous forme d'amas pour que la circulation de l'air circule d'une manière homogène entre les différentes parties, que la température des morceaux de viande soit abaissée de 37 degrés à plus 3 degrés pour la réfrigération et à moins 18 degrés pour la congélation, pour que notre conservation de viande soit opérée dans le respect des règles sanitaires. Et comme ça, on aura réussi notre préparation de nos carcasses et notre conservation de viande dans les bonnes conditions. Tout cela avec le respect des mesures barrières pour que la joie de Eid el-Kbir ne rime pas au cauchemar, pour qu'elle ne soit pas entamée par cela. Merci, Dr Abdelhamid Aziz. Je rappelle que vous êtes directeur du contrôle des produits alimentaires au sein de l'ONSA. Merci, madame. Triste nouvelle, le penseur, écrivain et philosophe marocain Mohamed Sabila est décédé hier à Rabat à l'âge de 79 ans.
Feu Sabila figure parmi les penseurs et les philosophes marocains les plus éminents. Il avait obtenu le diplôme d'études supérieures en 1974 et avait rejoint l'Union des écrivains du Maroc en 1967 avant d'obtenir en 1992 le doctorat d'État à la faculté des lettres de Rabat. Feu Sabila exerçait comme professeur universitaire de philosophie à la faculté des lettres de Rabat. Le regretté comptait à son actif plusieurs ouvrages et des recherches, notamment sur la philosophie, la culture et la modernité. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.